Nous sommes en 1518. Les Espagnols ont colonisé les Caraïbes que Christophe Colomb avait découverts 25 ans plus tôt. Des expéditions furent alors lancées pour explorer de nouveaux territoires à l'ouest et Cuba va servir de tête de pont à ces expéditions. Cuba est alors gouverné par un homme, Diego Velázquez de Cuéllar. L'idée de Velázquez est de lancer plusieurs expéditions de reconnaissance pour s'assurer qu'il y a bien des richesses sur la côte. Bref, les Espagnols en étaient sûrs, ils devaient pousser plus loin, plus à l'ouest, la colonisation des Indes, pour y étendre bien sûr la foi chrétienne, mais aussi et surtout pour trouver de l'or. En 1502, Christophe Colomb avait déjà croisé par hasard des Mayas dans un canoë lorsqu'il explora les côtes de l'Amérique centrale. C'était dans le golfe du Honduras, au large des îles de la baie. Il rencontra un grand canoë rempli d'une vingtaine d'Indiens et fut, sans le savoir, le premier Espagnol à échanger avec des Mayas. Pendant une quinzaine d'années, les Espagnols vont ainsi coloniser les Caraïbes et surtout deux grandes îles, Hispaniola et Cuba. Les populations locales vont être quasiment décimées et les ressources très vite épuisées. Les Espagnols sont donc confrontés à un problème. Il leur faut pousser les explorations plus à l'ouest pour découvrir de nouvelles ressources et perdurer et affirmer cette colonisation des Nouvelles Indes. L'idée perdurait en effet que l'Amérique centrale du Nord était en fait des avancées de la terre d'Asie. Vous le voyez sur cette carte de la géographie de Ptolémée en 1548, où l'on voit que la Chine est attachée au Mexique. De fait, les Espagnols souhaitaient donc trouver ces fameuses terres que Christophe Colomb n'avait pas découvertes. Le gouverneur de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, confia donc une première expédition à Hernández de Córdoba, qui est un soldat de métier. Il embarqua avec 110 hommes à bord de 3 bateaux le 8 février 1517. Ils vont d'abord accoster sur l'Isla de Mujeres, toute proche de la côte nord-est du Yucatan. Et là, les Espagnols découvrirent avec stupéfaction que les Indiens ont construit des édifices en dur bien plus évolués que les simples huttes des Caraïbes qu'ils trouvèrent auparavant. L'île regorge de temples qui abritent des idoles féminines, d'où ce surnom de l'île des femmes, et ils s'emparent de quelques objets en or, puis Cordoba lève l'ancre et longe la côte nord. Une fois à terre, les Espagnols sont attaqués par de féroces Mayas contre lesquels Cordoba doit utiliser l'artillerie de ses navires. Au final, il y a de lourdes pertes et chez les Espagnols, on décide de repartir, de prendre le chemin du retour. Après une escale en Floride, l'expédition rejoint Cuba et Cordoba mourut plus tard de ses blessures. Un an plus tard, le gouverneur confie une seconde expédition à son neveu, cette fois Juan de Grijalva. Il appareille des eaux cubaines fin avril 1518 avec 4 bateaux et 200 hommes. Il visita d'abord l'île de Cozumel, déjà connue, puis longea la côte vers le nord-ouest en découvrant Tabasco. De leur côté, les Indiens vont commencer eux aussi à observer ces étrangers venus de l'ouest avec curiosité mais aussi avec inquiétude. Les Mexicas, ces peuples qui habitent le Mexique et que l'on appelle aussi les Aztèques, avaient déjà entendu des rumeurs annonçant l'apparition d'hommes blancs avec des barbes sur les côtes caribéennes au-delà du Yucatan. Des témoignages sous forme de manuscrits représentent d'ailleurs 3 temples blancs flottant sur des grands canoës en pleine mer. À ces découvertes bien réelles vont s'ajouter des croyances, des mythes, car les Mexicas interprètent tout présage comme une comète dans le ciel qui annonce selon eux l'apparition d'un peuple qui sera soumis par une race étrangère. Informé de la venue des étrangers, l'empereur des Mexicas demanda une rencontre sur la côte et imposa le secret. L'empereur était terrifié par ces étrangers et il fit fabriquer des objets en or et en plumes en guise de cadeau pour calmer le jeu. Il ordonna aussi qu'on monte la garde tout le long de la côte et qu'on le tînt informé régulièrement. Après ces 2 expéditions, le gouverneur Velázquez est un peu déçu par les richesses, le peu de richesses découvertes par Cordoba et par Grijalva. Il va donc confier une 3e expédition à un homme plus imaginatif, Hernán Cortés. Alors, qui est Cortés?
Cortés, c'est un hidalgo de petite noblesse campagnarde. Il est arrivé à l'île d'Hispaniola, aujourd'hui Haïti, en 1504, et il y obtient, en vertu du système du repartimiento, une concession de terre et des Indiens nécessaires pour la travailler. Il a vécu dans l'ombre du gouverneur Velázquez depuis plusieurs années. Il a été son secrétaire, son disciple et son conseiller, et ce dernier voyait en lui un éternel subordonné digne de confiance. Son talon d'Achille est l'armée. Il n'a jamais commandé d'hommes au combat, mais c'était un érudit capable de lire le latin, puisqu'il avait étudié à l'université de Salamanque, et il avait été notaire à Azua et à Cuba. Il sera donc toujours sensible à la subtilité juridique de ses actes, et Cortés accepte donc cette mission. C'est aussi un fervent catholique qui allait à la messe et priait souvent, ce qui ne l'empêchait pas d'être aussi un grand amateur de femmes. En 1518, Cortés a 33 ans. C'est un homme de taille moyenne, 1,60 m, brun, avec des reflets roux, sans barbe et plutôt maigre. C'est aussi un habile négociateur, il savait cacher ses véritables intentions, on va le voir plus tard, et il ne perdait jamais son calme. Le 25 octobre 1518, le gouverneur remet à Cortés les instructions détaillées de sa mission. Son premier but était de servir Dieu. Le blasphème et la fornication étaient donc interdites avec les femmes indigènes. La flotte devait longer la côte vers l'ouest. Les Indiens devaient être bien traités et Cortés devait prendre possession et vassaliser les terres découvertes au roi de Castille en présence d'un notaire. Dès qu'il eut reçu ses ordres, Cortés s'occupa aussitôt de trouver des hommes, des bateaux et d'acheter des provisions. En 2 semaines seulement, il rassembla 3 bateaux et 300 hommes, alors qu'il fallait en général des mois pour obtenir un tel équipement. L'ampleur des préparatifs, du coup, suscita une certaine suspicion chez le gouverneur Velázquez qui soupçonnait que Cortés essayait de préparer une véritable campagne militaire, ce qui n'était pas le but, je le rappelle, c'était au départ une simple mission de reconnaissance. Velázquez voulut alors remplacer Cortés à la dernière minute, mais il était trop tard. Cortés avait senti le vent venir et il appareilla de Santiago le 18 novembre 1518 avec un total de 6 navires. Par la suite, il fit escale dans plusieurs ports des îles et put rassembler au final 11 bateaux, 530 Européens, dont 30 arbalétriers et 12 arquebuses et 14 pièces d'artillerie, principalement composées de coulevrines et de fauconneaux. Il y avait aussi 50 marins. Un tiers de ce monde était d'Andalousie, un quart de Vieille Castille et le reste d'Estrémadure. Chose importante et nouvelle de cette expédition, on emporta pour la première fois des chevaux, 16 au total. Il y avait aussi de nombreux chiens, des chiens de combat, et l'utilisation de ces chiens avait déjà fait ses preuves contre les Maures quelques années auparavant. Enfin, de nombreux cadeaux furent emportés pour offrir aux Indiens. De la verroterie, des cloches, des miroirs, des aiguilles, des épingles, du cuir, des couteaux, des ciseaux, des pinces, des marteaux, des haches et des habits castillans. Certains objets, d'ailleurs, comme les ciseaux, étaient vraiment très utiles à un peuple indigène qui n'avait pas atteint l'âge de fer, il faut le rappeler. C'est ainsi que la 3e expédition castillane appareilla pour le Yucatan le 18 février 1519. La première escale de Cortés eut lieu à Cozumel, où les Espagnols échangèrent avec les Mayas. Et là-bas, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Un jour, un homme vint les trouver et leur demande, en espagnol, « Messieurs, êtes-vous chrétiens? De qui êtes-vous les sujets ?» Alors, les Castillans sont bien sûr très surpris de voir cet homme qui est vêtu, qui a l'apparence d'un Indien, mais qui parle le castillan. Et cet homme, c'est Jerónimo de Aguilar, un Espagnol qui s'est échoué sur Cozumel plusieurs années auparavant, en 1511, avec un autre homme qui s'appelle Gonzalo Guerrero. Tout leur équipage a été tué ou massacré par les Indiens, qui les ont mangés. Seuls 2 ont survécu. L'un, Jerónimo de Aguilar, a réussi à s'adapter et il est bien content de retrouver d'autres Espagnols et il va se joindre à eux. Le second, Gonzalo Guerrero, va refuser de revenir avec ses compatriotes car il est marié avec une princesse maya, il a plusieurs enfants avec elle
et il va décider de rester du côté maya et même de les protéger contre les Espagnols en leur expliquant toutes les techniques de combat. Alors la rencontre avec Jerónimo de Aguilar est très importante pour Cortés. Pourquoi? Parce que Aguilar a appris évidemment à parler le maya au fil des ans et il va fournir une aide très précieuse à Cortés. Il parle le dialecte maya chantal. Par la suite, lorsque Cortés arrive à Potonchan, les Espagnols commencent à batailler pour la première fois avec des Mayas, le 24 mars 1519. Et c'est lors de cette première bataille, qui est plutôt une escarmouche, que la supériorité technologique des armes espagnoles s'affirma. Les Indiens utilisaient en fait des flèches et des lances avec des propulseurs qu'on appelle des atlatls, et ils utilisèrent aussi des épées. Le problème, c'est que les Indiens utilisent des épées avec des lames en obsidienne, qui est une lame très friable et qui a pour conséquence de blesser plus qu'elle ne tue. En revanche, les Espagnols possèdent des lames en acier sur leurs épées et ils savent très bien les utiliser puisque les conquistadors espagnols sont pour la plupart des vétérans de la Reconquista et que beaucoup d'entre eux ont combattu contre les Maures. L'impact de l'artillerie a également été terrible. Les Espagnols pouvaient ainsi vaincre face à un nombre écrasant d'adversaires, plusieurs milliers, sans avoir aucune perte ou presque. L'armure de coton matelassée était également suffisante pour protéger des épées mayas et les Espagnols n'utilisèrent l'armure en métal finalement que pour l'effet psychologique. Avec une douzaine de cavaliers, Cortés put vaincre les Mayas dans les jours suivants. C'était la première fois qu'on se servait aussi de chevaux dans un combat en Amérique, puisqu'il n'y avait pas de chevaux en Amérique. Les chevaux créèrent la panique chez les Mayas en raison de leur vitesse, et de plus, les Mayas pensaient que les cavaliers espagnols faisaient corps avec leurs chevaux, tels des centaures. À Potoncan, une autre chose très importante arriva. Les Mayas offrirent à Cortés une femme qui parlait le maya chantal, mais aussi le nahatl. Elle pouvait ainsi traduire avec Aguilar, qui parlerait ensuite en espagnol, à Cortés. Elle s'appelle Malinali, mais les Espagnols vont rapidement la surnommer Marina, car le L en nahuatl équivaut phonétiquement à un R en espagnol. Elle était la fille d'un dirigeant local de la région et elle fut vendue comme esclave à des marchands, puis aux habitants de Potonchan. D'après les témoins de l'époque, Marina était belle, intelligente, mais au fil du temps, elle deviendra la maîtresse de Cortés et apprendra suffisamment l'espagnol pour lui traduire directement. La Malinche fut un personnage mystérieux de la vie de Cortés. Elle est encore aujourd'hui une figure très controversée chez les Mexicains. Les uns la détestent et la considèrent comme une traîtresse. Les autres lui pardonnent et considèrent qu'elle a finalement suivi de façon assez cohérente une vengeance à l'égard d'un peuple qui opprimait le sien. Avec habileté, Cortés se libéra de la tutelle du gouverneur Velázquez, le gouverneur de Cuba, en se faisant élire capitaine général d'un nouvel établissement espagnol, Villarrica de la Veracruz. Il va légaliser ce statut de capitaine et de juge habilité à coloniser les terres grâce à la présence de notaires sur place. Vous vous en rappelez, Cortés a été formé au droit à l'université et il va garder cette prérogative et légaliser tous ses actes par ce biais. En avril 1519, Cortés rencontre une tribu très importante du Mexique, les Totonacs. Les Totonacs n'en peuvent plus de supporter le joug et la domination de l'empereur Moctezuma et ils vont trouver avec les Totonacs un allié. Une alliance espagnole-totonac va être déterminante dans l'invasion de l'empire des Mexicains. Cortés ordonna aux capitaines de 9 des 12 bateaux mouillant au large de Villarrica de les échouer sur le sable. Alors, bien que l'expression « brûler ses vaisseaux » ait perduré depuis, Cortés n'a jamais brûlé ses vaisseaux, il les a simplement échoués. Et sa motivation, qui était très habile, était de convaincre définitivement ses troupes de rester à ses côtés et d'oublier toute possibilité de retour à Cuba. Cortés décida donc de prendre la route de Tenochtitlan pour rencontrer l'empereur Moctezuma. Sur ce chemin, il va livrer 2 batailles très importantes,
La première va avoir lieu le 1er septembre 1519 à Tlaxcala et la seconde aura lieu le lendemain, le 2 septembre, à Cholula, où les habitants avaient préparé une embuscade. Après ces deux batailles, la voie de Tenochtitlan est ouverte à Cortés, la capitale de l'Empire dont Cortés entend parler depuis si longtemps. L'empereur Montezuma se demande en effet pourquoi viennent-ils? Pourquoi ces Espagnols, ces hommes blancs si étranges, viennent? Que faut-il faire? Fuir, se cacher, rester à attendre leur arrivée? L'empereur Moctezuma va beaucoup tergiverser et ses hésitations vont lui faire perdre la confiance de son propre peuple. Après plusieurs mois de marche à travers la forêt, les montagnes, enneigées parfois, Cortés arrive enfin à la capitale de l'Empire des Mexicas. Nous sommes le 8 novembre 1519. Cortés emprunte la chaussée principale qui accède à Tenochtitlan. L'entrée de Cortés à Mexico se fait de façon très solennelle. En tête du cortège se trouvaient 4 cavaliers en armure européenne traditionnelle, suivait le porte-étendard, puis un contingent de fantassins. On aperçoit sur cette peinture Marina également, qui marche à pied aux côtés de Cortés. Alors il faut s'imaginer cette ville, qui est absolument magnifique, immense, au point que les Espagnols vont la comparer à Venise. Il s'agit d'une cité lacustre qui est construite sur un lac. Elle était coupée par de longues avenues traversées par des canaux et reliées au continent par des chaussées. En entrant dans la capitale, Cortés rencontra pour la première fois l'empereur des Mexicas, Montezuma, qui lui fait un discours d'accueil. Le premier acte de Cortés est d'abord de demander à Montezuma de se soumettre et de devenir vassal de l'empereur Charles V, ce qu'il accepte. Cortés visite le marché, il visite la pyramide avec l'empereur et fait construire une chapelle dans le palais. Ce qui se passe ensuite est déterminant, car l'empereur commet une grave erreur. Il lui prie de rester sur place et de l'héberger dans le palais de son père. Donc Cortés, suivi de sa garde rapprochée, s'installe. Là, il découvre par hasard une salle secrète remplie d'or. Les Espagnols, qui ont dans leur rang des experts dans la fonderie de l'or, eh bien, commencent à fondre tout l'or qu'ils trouvent. En 1520, on peut affirmer que l'expédition avait amassé de l'or estimé à 160 000 pesos, sans compter les bijoux. C'est aussi au Mexique que les Espagnols découvriront de tout nouveaux fruits et légumes qu'ils n'ont jamais vus auparavant, comme les fèves de cacao, avec lesquelles on fait le chocolat, le poivron, les tomates, les avocats, les piments et, chose importante, Cortés exporte pour la première fois du maïs vers l'Espagne, environ 30 sacs. Mais la cupidité des Espagnols va inciter les Mexicas à ne plus collaborer. Montezuma prépare d'ores et déjà une rébellion et une nouvelle armée. De leur côté, les Espagnols construisent des bateaux à Veracruz pour ramener l'or en Espagne et pour faire croire aux Mexicas qu'ils quittent le pays. Mais Cortés va comprendre finalement que le vrai danger ne vient pas des Mexicas, mais plutôt de ses propres compatriotes. Pendant ce temps, en effet, à Cuba, le gouverneur Velázquez a entrepris une nouvelle expédition de représailles contre lui. Il demande à Pánfilo de Narváez d'appareiller de Cuba le 5 mars 1520 avec 900 hommes sur 9 nefs et 7 brigantins, ainsi que de nombreux esclaves noirs. Cette expédition arrive sur les côtes mexicaines quelques semaines plus tard et emporte avec elle un danger bien plus grand que les armes des Espagnols, la variole. Cette épidémie de variole est venue d'Espagne à l'origine, en 1519. Elle s'est ensuite arrêtée à Cuba en octobre 1520, après avoir décimé tous les Indiens sur l'île d'Hispaniola. Que pense le roi d'Espagne pendant tout ce temps de l'expédition de Cortés? Eh bien, Portocarrero et Montero, qui ont été envoyés par Cortés avec des navires chargés d'or, arrivent à Séville le 5 novembre 1520. Au départ, les autorités sont extrêmement impressionnées par le butin de Cortés. On présente les trésors du Mexique à Charles V le 3 mars 1521 à Valladolid.
Pour autant, l'expédition de Cortés passe au second plan dans les projets de Charles Quint, qui est absolument concentré sur les événements en Europe pour garder son empire. L'expédition de Pánfilo de Narvaez arrive donc à Veracruz, sur le littoral, et informe les Indiens qu'il vient libérer Montezuma et punir Cortés, et qu'il quittera le pays après. Montezuma est immédiatement informé avant Cortés et se réjouit de la venue de cette nouvelle expédition punitive. L'empereur essaie donc de faire double jeu. Cortés reçoit dans un premier temps des membres de l'expédition de Narvaez et il leur offre de l'or pour les soudoyer. Pendant ce temps, l'armée de Narvaez, elle, est occupée à fonder une ville, la ville de San Salvador, et Narvaez se déclare capitaine général. Il refuse absolument de négocier avec Cortés, il est là pour l'arrêter et le mettre au fer. Cortés doit prendre une décision, soit il reste à Tenochtitlan en attendant que l'expédition de Narvaez vienne le chercher, ou alors il prend les devants et passe à l'attaque. C'est cette dernière option qu'il garde. Il quitte Tenochtitlan en mai 1520 et parvient à regrouper 350 hommes pour affronter son compatriote. 120 hommes, pendant ce temps, restent à Tenochtitlan pour garder l'empereur, avec à leur tête Alvarado. Dans la nuit du 28 au 29 mai, Narvaez est fait prisonnier par Cortés lors d'une escarmouche de nuit, et il n'y a quasiment aucun blessé ni aucun mort. Pendant ce temps, à Tenochtitlan, l'ambiance est orageuse et angoissante. Il y a un festival qui s'organise et Alvarado, qui prend peur, massacre les Mexicas au cri de « Mueran ». 2000 à 3000 morts, dont le roi de Texcoco. Mais l'empereur Montezuma appelle à la fin de la résistance, après plusieurs heures, et perd du coup son autorité sur son peuple. Les Espagnols, eux, se retranchent dans le palais sans ravitaillement. Quelques semaines plus tard, en juin, Cortés revient à Tenochtitlan et refuse de parler à Montezuma. Et les Mexicas se rebellent avec cette fois un nouveau chef, Cuitláhuac. Cortés demande à Montezuma d'abord de calmer les combats, mais ce dernier ne reçoit que des pierres et il meurt le 30 juin. Son corps est ensuite brûlé. Cortés va donc se retrouver isolé avec ses hommes au milieu de la capitale. Il va tenter plusieurs sorties, en vain. Et puis, une nuit, Cortés et ses hommes quittent le palais. Ils sortent de la ville. Nous sommes le 1er juillet 1520 et cet épisode va rester dans les annales de l'histoire sous le nom de la Noche Triste, la nuit triste. À minuit, les Espagnols ont fondu tout l'or qu'ils avaient en lingots et ils tentent une sortie désespérée. Ils prennent la chaussée et ils foncent. Les Mexicas s'en aperçoivent, évidemment, ils attaquent et l'essentiel de l'or va se perdre durant cette fuite désespérée vers l'extérieur de la ville. L'or est perdu, les hommes, les Espagnols qui en transportent beaucoup sur eux, ils ont voulu tout porter sur eux, eh bien beaucoup meurent avec leur or, beaucoup tombent également dans le lac et se noient, et évidemment avec les kilos d'or qu'ils portent, eh bien ils coulent, ils meurent. Et il y a également de nombreux chevaux qui vont mourir durant cette Noche Triste. 270 Castillans ne furent d'ailleurs même pas informés de cette retraite et périrent probablement sacrifiés à l'intérieur de la ville par les Mexicains. On estime à peu près à 400 Castillans le nombre de morts au total et probablement des milliers d'Indiens. À partir de cette nuit, les Castillans vont entamer une longue et difficile retraite vers les montagnes. Les Mexicains vont même demander l'arrêt de la guerre, mais Cortés refusa et demanda à ses hommes de rendre l'or emporté. Les Mexicas furent également victimes d'un mal bien plus périlleux que les armes espagnoles, la maladie. Je vous en ai parlé plus tôt. L'expédition de Pánfilo de Narvaez avait avec lui bon nombre d'esclaves noirs. Parmi eux, l'un d'eux était contaminé par la variole. Cette variole atteint Tenochtitlan en octobre 1520 et le nouvel empereur, Cuitláhuac, en fut terrassé. Un nouveau chef le remplace, Cuauhtémoc. C'est lui qui jeta la pierre fatale à Montezuma II.
Ce nouvel empereur va chercher à nouer de nouvelles alliances avec les tribus environnantes, mais il ne va recevoir que des refus. Et pour cause, la plupart des tribus sont terrorisées par les conquistadors. Cortés, lui, va mener une expédition de reconnaissance difficile, mais fructueuse, en vue d'un nouveau siège de Tenochtitlan. À ce moment-là, c'est tout l'empire des Mexicas qui s'effondre. Les cités vassales se rebellent les unes après les autres. L'empereur stocke des armes et des soldats dans la capitale, mais pas de nourriture. Mexico n'avait pas d'armée de métier. Les soldats étaient des paysans ou des serfs et n'étaient pas payés. Mais il y avait néanmoins un corps d'officiers composé de nobles avec les ordres chevaleresques du jaguar et de l'aigle. Les autres ordres étaient les otomis et les Coachiques. Cortés décida donc de reprendre Tenochtitlan coûte que coûte. Le 28 avril 1521, 12 brigantins à fond plat furent lancés de Texcoco. Ils étaient équipés de voiles avec un seul mât et de rames avec 15 mètres de long et avec à la proue un petit canon de bronze. Le vaisseau amiral, le Capitana, mesurait à peu près 20 mètres. Pour mener le siège, Cortés disposa de 90 cavaliers, 120 arbalétriers, 700 fantassins et 30 canons. Les soldats disposaient d'une armure rembourrée, de protection au cou et aux jambes, et d'un casque de fer, d'un bouclier et d'une épée. À propos du casque espagnol, je voulais faire une petite aparté, car dans beaucoup d'illustrations, on représente les conquistadors portant un morion. Alors ce casque n'a en fait existé qu'à partir de 1550. Donc le casque que portaient les conquistadors était tout autre à l'époque. Le siège de Tenochtitlan commença donc le 1er juin. La ville va subir des attaques successives des Espagnols pendant plusieurs semaines. Le 30 juin, les Mexicas vont même infliger un sérieux revers aux Castillans avec des sacrifices de prisonniers. Il faut imaginer cet épisode incroyable car les Mexicas sont parvenus à attraper beaucoup d'Espagnols et ils vont les sacrifier du haut de leur pyramide sous les yeux même des Espagnols qui vont voir leurs camarades se faire tuer, se faire arracher le cœur. Ça sera évidemment, tout cela va beaucoup contribuer à la colère et au désir de vengeance des conquistadors. Et finalement, après plusieurs semaines, eh bien, le 13 août, la capitale est définitivement soumise et conquise. Elle est aussi totalement détruite. Il y a le feu partout, il y a des morts, les rues sont jonchées de cadavres. Les Espagnols sont donc les vainqueurs, avec assez peu de pertes, mais les Mexicas, il faut bien le reconnaître, se sont battus comme des dieux. Après la prise de Tenochtitlan, que se passa-t-il? Eh bien, Cortés va se consacrer très vite à la reconstruction de la cité et à l'établissement d'un pouvoir espagnol sur tout l'empire aztèque avec l'aide de ses lieutenants. Le 15 octobre 1522, Charles Quint le nomma gouverneur et capitaine général des terres conquises. Pour Cortés, c'est bien sûr la consécration. 2 ans plus tard, il organise une nouvelle grande expédition vers la côte du Honduras, mais cette fois, les choses vont être beaucoup plus difficiles, car la marche dans les forêts immenses sont un véritable calvaire. Cortés emmena avec lui Cuauhtémoc, le dernier empereur mexicain. Il en fit son otage et il va même le pendre, en pensant que ce dernier souhaite se retourner contre lui. En fait, on imagine bien que ce dernier empereur ne pouvait pas vivre bien longtemps. Cortés voulait absolument se débarrasser d'une éventuelle rébellion, nouvelle-t-elle renaissance de l'Empire mexicain. En 1528, Cortés se rend en Espagne pour plaider sa cause auprès de Charles Quint. En effet, son attitude est de plus en plus critiquée, suscite des jalousies, mais son voyage en Espagne, son retour, est un grand triomphe. Cortés est nommé marquis de la vallée d'Oaxaca, un immense domaine lui est concédé au Mexique, et il épouse la fille d'un grand d'Espagne, le duc d'Aguilar. De retour au Mexique, en juillet 1530, il se heurta encore à des jalousies diverses et se consacre dès lors à la mise en valeur des terres de Cuernavaca, faisant venir ainsi des mûriers d'Espagne pour l'élevage des vers à soie, et il va créer aussi des manufactures. Il va également exploiter des mines.
Il organisa même de nouvelles expéditions, encore des expéditions de découverte, et partit en 1536 vers le nord, cette fois, vers la Basse-Californie. Dans ses entreprises de conquête, Cortés laissa une grande partie de sa fortune, malheureusement, et se heurta à un nouvel adversaire, le premier vice-roi du Mexique, Antonio de Mendoza. Mais par la suite, Cortés va tomber progressivement en demi-disgrâce. Il revint encore en Espagne en 1530 pour soumettre de nouveaux projets à Charles Quint, mais on lui témoigna une certaine froideur et il dut se contenter de participer en 1541 à une expédition contre Alger. Ce fut un fiasco total, son navire fit naufrage, il dut regagner la côte à la nage. Bref, il vécut désormais dans une disgrâce, considérée tout au plus comme une gloire qui appartenait à un passé révolu. Le Mexique, un passé révolu, oui, car le présent appartient désormais à un autre pays conquis, le Pérou. Le Pérou conquis par Pizarro. Le Pérou qui va ramener beaucoup d'or, mais aussi beaucoup d'argent. Au final, Cortés mourra terrassé par la dysenterie et il ne retournera jamais dans l'Empire, l'immense empire mexicain qu'il donna à Charles Quint.